Enceinte, mes parents m'ont chassé du dîner de famille avec mon diplôme pour seul bagage. Je suis parti sans supplier. 2 semaines plus tard, on a frappé à ma porte. Et prononcé mon nom. Mon nom est Amandine Leroy, j'ai 28 ans. Lors de mon premier dîner de famille après l'obtention de mon diplôme de médecine, je suis entré dans la pièce alors que j'étais enceinte de 14 semaines. Mon père, chef de chirurgie cardio-thoracique de l'hôpital que son propre père avait construit, s'est levé devant 12 personnes et a déclaré « Tu n'es plus une Leroy. Sors ». Ma mère s'est penchée assez près pour que tout le monde entende « Dors dehors ». Nous avons élevé une fille, pas une honte. Je n'ai pas supplié. Je suis parti avec une seule valise et mon diplôme de docteur en médecine. 2 semaines plus tard, un avocat a frappé à ma porte avec une facture de 280 000 €. Ils ignoraient que je tenais des registres depuis l'âge de 16 ans. Et ce qu'ils allaient découvrir ensuite leur coûterait tout ce qu'ils avaient bâti sur 3 générations. Je veux que vous compreniez ce que le nom Leroy signifiait à Bordeaux. Mon grand-père a fondé le centre médical Leroy Dumont en 1952, 6 étages, 450 lits, une aile cardiaque qui portait son nom en lettres de bronze que l'on pouvait voir depuis la rue. Quand j'avais 8 ans, je pouvais réciter l'histoire de la famille comme un catéchisme, les Leroy ne font pas que pratiquer la médecine, les Leroy la construisent. Mon père, Vincent Leroy, est devenu chef de chirurgie cardio-thoracique quand j'avais 16 ans, soit 12 ans à ce poste, membre du conseil d'administration de l'hôpital, publié dans toutes les grandes revues. Le genre de chirurgien que les autres chirurgiens appelaient quand quelqu'un devait être sauvé. Ma mère, Diane, venait du côté Dumont, l'autre moitié du nom de l'hôpital. Vieille fortune bordelaise, philanthropie médicale. Elle dirigeait la fondation qui contrôlait 180 millions d'euros de fonds de dotation. Chaque année, le gala de la fondation rapportait 8 millions d'euros supplémentaires. Chaque année, ma mère montait sur scène dans une robe qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens et parlait d'héritage. Je devais faire partie de cet héritage. La faculté de médecine n'a jamais été une question, c'était une fatalité, comme hérité de la couleur des yeux. Ils ont tout payé pendant ces 4 années, 280 000 € de frais de scolarité seulement. Je n'y pensais pas à l'époque, j'étais leur fille. C'est ce que font les parents. Sauf qu'ils n'appelaient pas cela un cadeau, ils appelaient cela un investissement. J'ai obtenu mon diplôme en mai 2024, dans les 15% meilleurs de ma promotion. Pas première, ce titre est allé à quelqu'un qui avait mémorisé chaque voie pharmacologique connue de l'homme, mais assez bien pour que mon père puisse l'évoquer au dîner sans être gêné. J'ai été admise en résidence de pédiatrie à l'hôpital des enfants de Bordeaux. C'était ma première trahison. Mon père voulait que je fasse de la chirurgie cardio-thoracique, suivre son chemin, reprendre son cabinet, construire éventuellement la prochaine génération de la dynastie cardiaque Leroy. Je lui ai dit ça au dîner, juste tous les 3. En mars, pendant la semaine des affectations, pédiatrie, ai-je dit. Il a reposé sa fourchette. Le bruit a résonné. 10 secondes de silence. Puis, l'hôpital des enfants est acceptable. C'est toujours Bordeaux. Toujours prestigieux. Ne me faites pas regretter cette flexibilité. Flexibilité, c'est ainsi qu'il appelait cela quand je ne faisais pas exactement ce qu'il voulait. Ma mère n'a rien dit, se contentant de remplir son verre de vin. J'aurais dû le savoir alors. Quand on grandit dans une famille où l'amour est une évaluation de performance, on apprend à lire les silences. Mais j'avais un secret plus grand, que je ne leur avais pas encore révélé. J'ai rencontré Étang Dubois en octobre 2023. Je faisais mon stage en médecine d'urgence, 3e année de médecine, 70 heures par semaine, vivant de café de distributeur automatique et de rancœur. C'était un urgentiste, 35 ans, confiant de la manière dont on l'est quand on a intubé quelqu'un à l'arrière d'une ambulance roulant à toute vitesse à 3 heures du matin. Nous avons travaillé ensemble sur un arrêt cardiaque, un homme de 52 ans. Nous l'avons ramené. Après, Étang m'a acheté un mauvais café de la cafétéria de l'hôpital et m'a dit que j'avais de bons réflexes. C'était ça. C'était le moment. 3 mois plus tard, nous sortions ensemble en secret parce qu'Étang Dubois était exactement le genre d'homme que mes parents avaient passé 28 ans à m'apprendre à éviter. Il avait grandi à Lyon. Son père travaillait dans une aciérie jusqu'à sa fermeture. Sa mère faisait le ménage. Étang a payé ses études grâce à une bourse de l'armée, a fait 4 ans comme médecin de combat, puis a utilisé le GI Bill pour payer ses études de médecine. Il avait été marié auparavant,
divorcé depuis 2 ans quand je l'ai rencontré. Il avait un fils de 6 ans nommé Léo qui venait tous les 2 week-ends. Il gagnait 185 000 € par an. Pour la plupart des gens, c'est une richesse générationnelle. Pour ma famille, c'était une déception avec un salaire. Je savais qu'il ne l'accepterait jamais. Le divorce aurait suffi. Ses origines modestes, l'enfant d'une précédente union, c'étaient des facteurs éliminatoires dans le monde d'où je venais. Alors, je ne leur ai rien dit. Pendant 8 mois, j'ai mené 2 vies, Amandine Leroy, future pédiatre, fille de l'élite médicale bordelaise, et Amandine, qui passait ses week-ends dans un appartement de 60 mètres carrés dans le Vieux-Lyon. Préparant des pâtes avec un homme qui n'avait jamais entendu parler des galas de charité organisés par ma mère. Je pensais pouvoir garder ces 2 vies séparées. J'avais tort. En février, j'étais enceinte. Nous avions été prudentes. Nous pensions avoir été prudentes, mais me voilà, fixant 2 lignes roses sur un test que j'avais acheté à un Monoprix à 300 mètres de mon appartement, pour que personne que je connaissais ne me voie. Ethan était calme, plus stable que moi. Nous allons nous en sortir, m'a-t-il dit. Quoi que tu veuilles faire, nous trouverons une solution. Je voulais le garder. Cette décision était facile. Leur annoncer la nouvelle était la partie difficile. Je l'avais planifié pour juin, après l'obtention du diplôme, après les affectations, après avoir obtenu mon doctorat et mon poste de résidence bien assuré, après avoir prouvé que je n'avais pas complètement fait dérailler le plan. Il y avait une tradition dans ma famille, un dîner de célébration. Après chaque étape majeure, l'obtention du diplôme de médecine étant qualifiante, ma mère l'organisait. Samedi 15 juin, 19 h. Leur maison sur les quais de Bordeaux. La salle à manger avec la table en acajou pouvant accueillir 14 personnes, héritée de mon arrière-grand-père. Elle avait invité 12 personnes, famille élargie, collègues de mon père, 2 membres du conseil d'administration de l'hôpital et leurs épouses. Je pensais que si je leur annonçais devant des témoins, ils seraient obligés d'être civils. Si je le faisais publiquement, ils ne pourraient pas contrôler le récit. S'il y avait d'autres personnes dans la pièce, ils devraient simplement accepter. Ethan m'a dit que j'avais tort. Annonce-le leur en privé d'abord, m'a-t-il dit. Donne-leur le temps d'assimiler. Mais je connaissais mes parents. En privé, cela signifiait qu'ils auraient le temps de se concerter, de planifier comment me gérer, me contenir, me rediriger vers le chemin qu'ils avaient choisi. En public, ils devraient réagir en temps réel. Je pensais que cela me protégerait. J'avais tort, complète et dévastatrice. Je suis arrivé à 18h50. La maison ressemblait à ce qu'elle était toujours, façade en briques, porte noire avec un heurtoir en laiton, jardinière fleurie que ma mère payait quelqu'un pour entretenir. J'y avais vécu 18 ans, j'étais parti à l'université, revenu pour les vacances. Cela n'avait jamais ressemblé à un foyer, juste un bâtiment où je jouais le rôle de fille. Je portais une robe de maternité bleu marine, achetée chez Kiabi pour 38 €. Le ventre était visible. 14 semaines. Impossible de le cacher. Ethan avait proposé de venir avec moi. J'ai dit, non. C'est juste la famille. Il m'a embrassé avant que je ne sorte de la voiture. Appelle-moi quand c'est fini. J'ai monté les marches et j'ai frappé. Ma mère a ouvert la porte. Elle a regardé mon ventre. 3 secondes complètes. J'ai compté. Puis elle a dit, tout le monde attend et s'est détournée. Pas de câlin, pas de salutation, juste ça. J'aurais dû partir alors. Je ne l'ai pas fait. 12 personnes autour de la table en acajou. Mon grand-père, Vincent Senior, 82 ans, chirurgien retraité, l'homme qui avait construit l'hôpital que mon père dirigeait maintenant. Ma tante Patricia et mon oncle Gérard, la sœur de mon père et son mari. 2 membres du conseil d'administration de l'hôpital, le docteur Raymond Hartley et son épouse Sophie. Le docteur Hartley avait publié 34 articles avec mon père. Ils passaient leurs vacances ensemble tous les étés. Des amis de la famille, des gens dont je connaissais les noms depuis toute ma vie mais que je n'avais jamais vraiment connus. Je me suis assise au milieu de la table, en face de mon père. Mon grand-père a levé son verre à Amandine, la plus nouvelle recrue des Leroy, ta grand-mère serait fière. Tout le monde a bu. Le docteur Hartley m'a interrogé sur mon projet de recherche.
J'ai donné la réponse standard, intervention sur l'asthme pédiatrique dans les communautés mal desservies. Les gens souriaient, hochaient la tête, faisaient les sons appropriés. Normal. Sauf que mes parents n'avaient pas dit un mot. Ils me regardaient, c'est tout. Puis mon père a reposé sa fourchette. Le bruit a résonné. Tu as été silencieuse ce soir, Amandine. Sa voix était calme, neutre, le ton qu'il utilisait pendant la chirurgie. Clinique. Tout le monde a cessé de parler. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites partager avec la famille? Je l'ai regardé, puis ma mère. Il savait. Je ne sais pas comment. Peut-être que ma mère avait appelé mon médecin. Peut-être qu'elle avait vu un relevé de carte de crédit de la clinique gynécologique. Peut-être qu'elle m'a juste regardé et a su. Mais il savait. Et ce n'était pas un dîner de famille. C'était un procès. J'aurais pu mentir. J'aurais dû mentir. Au lieu de cela, j'ai dit la vérité, je suis enceinte de 14 semaines. Silence. Pas le silence poli. Celui qui vous presse les tympans. J'ai continué, le père et le docteur étant du bois. Il est urgentiste. Nous sommes fiancés. Nous n'étions pas fiancés. Mais je pensais que ça aiderait, que ça rendrait la chose planifiée, légitime, acceptable. Ça n'a pas aidé. Mon père s'est levé, sa chaise a raclé le plancher en bois dur. Fort, agressif. Tout le monde l'a regardé. Étant du bois, a-t-il dit le nom comme s'il diagnostiquait une maladie. L'urgentiste. Divorcé avec un enfant. Pause. De Lyon. Nouvelle pause. Tu n'es plus une Leroy. Sors. Je me suis levé, non pas parce que je le voulais, mais parce que mes jambes l'ont fait automatiquement. Papa, non. C'est là que ma mère a parlé. C'est là qu'elle n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Tu nous as déshonorés. Tu as déshonoré cette famille. Tu as déshonoré tout ce que nous avons construit. Sa voix était de la glace, assez claire pour que tout le monde à table l'entende. Dors dehors. Puis elle s'est tournée vers les invités, a souri ce sourire qu'elle utilisait lors des événements de la fondation quand un donateur disait quelque chose d'inapproprié et qu'elle avait besoin de rediriger la conversation. Veuillez nous excuser. Affaire de famille. J'ai regardé mon grand-père. Il a baissé les yeux sur son assiette. Personne n'allait m'aider. J'ai regardé ma montre sans y penser. 19h18. J'étais assise à cette table depuis 11 minutes. J'ai quitté la salle à manger, monté les escaliers jusqu'à mon ancienne chambre. La pièce était exactement comme je l'avais laissée après l'université, mur crème, étagère avec mes manuels de biologie de premier cycle, bureau où j'avais étudié pour le QCM de médecine. J'ai sorti ma vieille valise du placard. Samsonite noire à roulettes. Je l'avais achetée pour l'université en 2014. Elle avait encore l'étiquette de bagage de mon voyage d'entretien pour la faculté de médecine. J'ai emballé des vêtements, des articles de toilette, mon ordinateur portable, la photo encadrée de moi et étant. Et j'ai gardé caché dans mon tiroir de bureau mon diplôme de docteur en médecine. 13 minutes. Quand je suis redescendu, la porte d'entrée était verrouillée de l'intérieur. J'ai frappé. Ma mère a ouvert. Elle tenait une enveloppe. Ta carte d'assurance maladie. Tu n'es plus couverte par notre plan à partir de ce soir. J'ai ouvert l'enveloppe. La carte avait été coupée en deux. Une ligne de ciseaux nette au milieu. Il y avait une note à l'intérieur, écrite à la main, tu as fait ton choix. Assume-le. Ne reviens pas, a dit ma mère. Ne téléphone pas. Ne nous humilie pas davantage. Elle a fermé la porte. J'ai entendu le verrou s'enclencher. Je suis resté là un instant. Puis je suis allé à ma voiture, je suis monté dedans et je suis parti. 19h31. Je n'ai commencé à pleurer qu'une fois arrivé sur l'autoroute. Je suis arrivé à l'appartement d'Étang à 20h05. Vieux-Lyon, 3e étage sans ascenseur, 60 mètres carrés, une chambre, loyer de 2100 € par mois. Léo dormait déjà. Étang a ouvert la porte avant que je puisse frapper. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il m'a juste tiré à l'intérieur et m'a dit,
tu es en sécurité ici. Je me suis assise sur son canapé, bleu marine, de seconde main, acheté à quelqu'un sur le Bon Coin quand il était arrivé à Bordeaux. J'ai ouvert l'enveloppe que ma mère m'avait donnée, carte d'assurance maladie coupée en deux, la note. Ethan l'a lu par-dessus mon épaule. Il n'a rien dit pendant un long moment. Puis, nous allons nous en sortir. Je te le promets. Je me suis endormi sur son canapé. Quand je me suis réveillé, mon téléphone affichait 17 appels manqués. Aucun de mes parents. Dimanche matin, 9h. Messages vocaux de ma tante Patricia, Amandine. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ton père m'a appelé à minuit. Il a dit, tu ne fais plus partie de la famille. Est-ce vrai? Rappelle-moi. Mon ancienne colocataire d'université, Jeanne, Amandine, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Ta mère a dit à tout le monde que tu étais partie parce que tu ne supportais pas la pression de la résidence. Rappelle-moi. Je suis inquiète. 2 appels de numéros que je ne reconnaissais pas. Je n'ai rappelé personne. Puis j'ai vu l'email. Objet, notification de clôture de compte, de Maître Dubois. Dubois et associés, avocat, envoyé dimanche 16 juin 2024, 11h43. Je l'ai ouvert, de Maître Douglas Pritchard, des.pritchard@avocat-lyonnais.fr à amandine.leroy@gmail.com. Objet, notification de clôture de compte. Date, 16 juin 2024, 11h43. Chère mademoiselle Leroy, conformément aux instructions de vos parents, le docteur Vincent Leroy et madame Diane Leroy, je vous écris pour vous informer des changements suivants concernant vos arrangements financiers, effectifs immédiatement. 1. Solde du compte fiduciaire de 450 000 € est gelé en attendant révision familiale. 2. Le compte courant joint avec madame Diane Leroy, solde de 3 200 €, a été clôturé. Les fonds ont été transférés sur le compte personnel de madame Leroy. 3. Toutes les cartes de crédit sous le compte familial ont été annulées. 4. La couverture d'assurance maladie a été résiliée à compter du 15 juin 2024, 23h59. Ceci inclut, mais sans illimité, les décaissements du fonds fiduciaire, la couverture d'assurance maladie, l'accès aux cartes de crédit et toute aide financière future. Veuillez prendre les dispositions nécessaires en conséquence. Sincèrement, Douglas Pritchard, avocat. Je l'ai lu 3 fois, puis j'ai vérifié mon portefeuille, 68 € en espèces. Ma résidence ne commençait que dans 2 semaines. Mon premier salaire n'arriverait qu'à la mi-juillet. J'étais enceinte, sans assurance, sans abri, et j'avais 68 €. 10h22. Mon téléphone a sonné. J'ai failli ne pas répondre. Puis j'ai vu le nom, Dr Lise Moreau, directrice du programme de résidence en pédiatrie, Hôpital des Enfants de Bordeaux. Mon futur patron. J'ai répondu. Amandine. Sa voix était formelle, froide. J'ai reçu un appel de votre père hier soir. Mon estomac s'est noué. Il a exprimé des inquiétudes concernant votre situation personnelle et votre capacité à répondre aux exigences de la résidence. Je veux être clair, votre poste est assuré tant que vous remplissez nos exigences. Mais j'ai besoin de savoir, êtes-vous prête à commencer le 1er juillet? J'ai pensé à mon père, appelant Lise. Le soir même où il m'avait mise à la porte, essayant de me retirer ma résidence avant même que je ne commence. Le docteur Moreau était une collègue de mon père depuis 9 ans. Elles avaient publié 34 articles ensemble. Elles passaient des vacances ensemble. Leur famille passait Noël ensemble. Elle me demandait si j'étais prête. Ce qu'elle voulait dire, c'est, allez-vous causer des problèmes? Oui, ai-je dit. Je serai prête. Bien. Je vous verrai à l'intégration. Elle a raccroché. Je suis restée assise, tenant mon téléphone. Mon père l'avait appelé quelques heures après m'avoir mise à la porte. Il n'essayait pas seulement de me couper les vivres, il essayait de me détruire. Ethan est rentré à 14h après un service de 12 heures aux urgences. Il m'a trouvé à la table de la cuisine, ordinateur ouvert, recherchant l'éligibilité à la sécurité sociale, femme enceinte, Rhône-Alpes. Il s'est assis en face de moi. Tu restes ici, le loyer est couvert. Je m'en occupe. J'ai secoué la tête. Je ne peux pas te laisser faire. Tu vas avoir un bébé. On fait ça ensemble.
Fin de la discussion. Je voulais protester, voulais dire que je m'en sortirais toute seule, mais je ne pouvais pas, parce que je ne savais pas comment. Étant gagné 185 000 € par an. Après impôts, après ses pensions alimentaires pour son ex-femme, 1100 € par mois, il lui restait environ 9 000 € net par mois. Son loyer était de 2100 €. Il pouvait m'aider. La question était de savoir si j'avais le droit d'accepter. Je l'ai regardé. Cet homme que je connaissais depuis 8 mois, qui m'offrait un logement, un avenir, une famille. Mes parents voulaient que j'échoue. Je pouvais le voir maintenant, les comptes bloqués, l'assurance annulée, l'appel au docteur Moreau. Il voulait que je sois désespéré, brisé, rampant pour m'excuser. D'accord, ai-je dit. Merci. Il a tendu la main par-dessus la table, a pris la mienne. Nous allons régler l'argent. Concentre-toi sur ta santé. Je voulais le croire, mais je connaissais mes parents. Ce n'était que le coup d'ouverture. Lundi matin, 3 textos d'amis de la faculté de médecine, tu as vraiment abandonné ta résidence? Ça va? J'ai entendu dire que tu avais fait une crise. Ta mère a posté quelque chose sur Facebook. Qu'est-ce qui se passe? J'ai ouvert Facebook. Le post de ma mère, publié dimanche à 21h15, notre fille, Amandine, a décidé de prendre un chemin différent. Nous soutenons son parcours et lui souhaitons bonne chance. Parfois, les routes que nous choisissons nous surprennent, mais nous avons confiance dans le plan de Dieu. 127 j'aime, 34 commentaires. Prière pour votre famille. Elle trouvera son chemin. Vous êtes une mère si forte. Il réécrivait l'histoire, faisant croire que j'avais démissionné, que j'avais choisi cela, qu'ils étaient les parents gracieux soutenant leur fille en difficulté, et non les personnes qui m'avaient mise à la porte. J'ai fermé l'application. Je ne pouvais pas combattre le récit. Pas encore. Je n'avais pas les munitions, mais je commençais à les chercher. Du 16 au 30 juin, 14 jours. J'ai établi une routine. Me réveiller à 7 heures. Faire du café dans la cafetière filtre d'étang. Le genre que l'on achète chez Carrefour pour 19,99 €. Manger des céréales, marque distributeur, 2,49 € la boîte qui durait 3 jours. Je n'avais jamais regardé les étiquettes de prix auparavant. Pas vraiment. Maintenant, je calculais le coût par repas. Le travail de scribe médical commençait à 9 heures. À distance, 22 € de l'heure. Je me connectais depuis le canapé d'étang, transcrivant les notes des médecins, codant les diagnostics, 20 heures par semaine, 440 € payés toutes les 2 semaines. Après cela, préparation pour la résidence, lire les protocoles, réviser les algorithmes d'urgence pédiatrique, me préparer. Étant travaillait 3/4 de 12 heures par semaine. Quand il était parti, l'appartement semblait immense et minuscule à la fois. Je faisais mes courses au marché plus au lieu de la grande épicerie. Je prenais le tramway au lieu du beurre. J'achetais des vitamines prénatales chez CVS, marque distributeur, 12,99 € au lieu de 35. C'était humiliant et étrangement libérateur, car pour la première fois de ma vie, personne ne regardait. Personne n'évaluait ma performance. Je pouvais simplement exister. Mais je ne pouvais pas me défaire de ce sentiment. Le silence de mes parents n'était pas la paix. C'était de la stratégie. J'ai demandé la sécurité sociale le 17 juin, approuvé le 20 juin. Couverture d'urgence pour grossesse. Premier rendez-vous gynécologique, 23 juin, 14 heures. Centre de santé communautaire du Vieux-Lyon. Pas le cabinet de conciergerie que ma mère utilisait. Pas l'endroit où l'on vous offrait de l'eau pétillante et où l'on se souvenait de votre nom. C'était une clinique avec des néons et des chaises en plastique, et une salle d'attente pleine de gens aussi fatigués que je me sentais. Docteur Nina Alvarez, la trentaine, yeux chaleureux, pas de jugement. Elle a fait elle-même l'échographie. 16 semaines maintenant. Les battements de cœur remplissaient la pièce. Régulier, fort, 152 battements par minute. J'ai pleuré. Le docteur Alvarez m'a tendu des mouchoirs. Tout a l'air super. Cœur fort. Vous allez bien. Pause. Avez-vous du soutien à la maison? J'ai pensé à Ethan, son appartement exigu, sa volonté de tout partager. Oui, ai-je dit.
Je ne lui ai pas dit que j'avais peur de ce qui se passerait lorsque mes parents feraient leur prochain mouvement, parce qu'ils le feraient. Je le savais. Le fils d'Ethan est venu me voir le 21 juin. Du vendredi soir au dimanche après-midi, Léo, 6 ans, sourire édenté, obsédé par les dinosaures et les Lego. C'était la première fois qu'il me voyait vivre là. Nous déballions les courses quand il a demandé « Tu vas vivre ici maintenant ?» J'ai figé. Ethan est intervenu, Amandine reste avec nous un moment. C'est mon ami. Léo a accepté sans poser de questions. Les enfants de 6 ans sont comme ça. Nous avons construit une ville Lego sur le sol du salon. Léo a tout commenté, un T-Rex attaque la caserne de pompiers. Les pompiers appellent des renforts. Le chaos s'ensuit. C'était le moment le plus normal que j'avais vécu depuis des semaines. Ce soir-là, après que Léo se soit couché, je me suis assise sur le canapé avec Ethan. Ta mère est au courant que je suis là, n'est-ce pas? Oui. Je lui ai dit. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit, tant que tu es bon avec Léo, ça lui va. Je l'ai regardé. Je sème le chaos dans la vie de cet enfant. Tu n'es pas le chaos, Amandine, a dit Ethan. Tu es la famille. Je ne savais pas comment lui dire. Je ne savais plus ce que ce mot signifiait. 14 jours. 0 contact direct de mes parents, mais 12 appels de la famille élargie. Tante Patricia 2 fois. Ma cousine Rebecca 1 fois. Des amis de la famille, des gens que je connaissais à peine. Tous avec le même message, si tu t'excuses juste et que tu acceptes de reconsidérer tes choix, je suis sûr que nous pourrons arranger ça. Reconsidérer tes choix. C'est ce qu'ils appelaient ça. Ce qu'ils voulaient dire, c'était mettre fin à la grossesse. Quitter Ethan. Revenir au plan. Je n'ai répondu à personne. J'ai bloqué 4 numéros. Mais je savais ce qui se passait. Mes parents utilisaient leur réseau, exerçant des pressions de tous les côtés, attendant que je craque. Je n'allais pas craquer. Le 28 juin, un colis est arrivé. Logo de l'hôpital des enfants de Bordeaux, matériel d'intégration, programme, instructions pour récupérer le badge, formulaire requis, rendez-vous pour test de dépistage de drogue le 5 juillet. La résidence commençait le 1er juillet. 80 heures de travail par semaine, 68 000 € par an. Premier salaire, le 15 juillet. J'ai fait le calcul, 68 000 € bruts. Après impôts, 4 200 € par mois. Part du loyer avec Ethan, 1050 €. Courses, 400 €. Remboursement des prêts étudiants, 850 €. Ils avaient été différés pendant la faculté de médecine. Ils reprenaient en juillet. Copaiement pour les soins prénataux, 200 €. Transport, 150 €. Total, 2650 €. Il restait 1550 € par mois, à peine suffisant. Et je n'avais toujours aucune idée de ce que mes parents préparaient, mais j'étais sur le point de le découvrir. Le 30 juin, dimanche soir, 18h15. Ethan et moi préparions le dîner. Pâtes, sauce en pot, 7,99 € pour un pot qui durerait 3 repas. Quelqu'un a frappé à la porte. Je pensais à une livraison. Ce n'était pas ça. J'ai ouvert la porte. Un homme, peut-être 60 ans, costume gris, mallette. Amandine Leroy. Oui. Je suis Douglas Pritchard. Je représente vos parents. L'avocat, celui qui avait envoyé l'email de clôture de compte. Je dois vous remettre ceci personnellement. Il m'a tendu une enveloppe épaisse, légalisée. Vous voudrez la lire attentivement, a-t-il dit. Je vous conseille de consulter un avocat avant de prendre toute mesure ou inaction. Puis il est parti. Je suis resté sur le seuil, tenant l'enveloppe. Mes mains tremblaient. Je ne l'ai ouverte qu'une fois assise. 3 documents à l'intérieur. Le premier était intitulé « Reconnaissance de dette » daté du 15 septembre 2020. Juste avant que je ne commence la faculté de médecine, je l'ai lu. Moi, Amandine Leroy, reconnais avoir reçu 280 000 € de Vincent et Diane Leroy pour les frais de scolarité de la faculté de médecine, devant être remboursés intégralement sur demande ou lors de la rupture de la relation parentale, selon la première éventualité. Ma signature en bas, notarié. J'ai fixé cela.
Je ne me souvenais pas d'avoir signé ça. Puis je me suis souvenu. Septembre 2020. Juste avant la rentrée. Mon père m'avait donné une pile de documents, des documents financiers pour l'école, des formulaires fiscaux, juste des choses standards, m'avait-il dit. Signez ici, ici, ici. J'avais signé sans lire parce que c'était mon père, parce que je lui faisais confiance. Étant, il regardait par-dessus mon épaule. Lis ça. Nom d'un chien. J'ai continué à lire. Document 2, demande de remboursement. Chère mademoiselle Leroy, cette lettre constitue une demande formelle de remboursement de la reconnaissance de dette exécutée le 15 septembre 2020 d'un montant de 280 000 € de principal plus intérêt. Calcul des intérêts à 10% par an composé annuellement de septembre 2020 à juin 2024 équivaut à 28 000 €. Montant total dû, 308 000 €. Le paiement est dû intégralement avant le 30 septembre 2024. Le défaut de paiement entraînera une action civile et des recours juridiques supplémentaires. Sincèrement, Douglas Pritchard, avocat, au nom du docteur Vincent et madame Diane Leroy. Le 30 septembre. Dans 90 jours, j'avais 68 € dans mon portefeuille. Mon salaire de résidente ne suffirait pas. Pas même de loin. 68 000 € par an, 4 200 € net par mois après impôt. Pour payer 308 000 € en 90 jours, j'aurais besoin de 102 666 € par mois. J'aurais besoin de gagner 66 fois ce que je gagnais réellement. Impossible. Mais il y avait un troisième document. Je l'ai ramassé. Projet de lettre adressée à l'Ordre des médecins du Rhône-Alpes et au département de l'éducation français, bureau de l'inspecteur général. Objet, plainte concernant la fraude aux aides financières fédérales. Je l'ai lu, à acquis de droit. Nous avons des raisons de croire que le docteur Amandine Leroy a frauduleusement obtenu des aides financières fédérales entre 2020 et 2024 en déclarant faussement sa situation financière sur les demandes de bourse, et équivalent FAFSA. Plus précisément, Mademoiselle Leroy s'est déclarée comme étudiante indépendante et a affirmé n'avoir aucun soutien financier parental, ce qui l'a qualifié pour des prêts fédéraux à taux d'intérêt réduit. En réalité, ses parents ont fourni 280 000 € en paiement direct de scolarité pendant cette période, ce qui n'a pas été divulgué. Ceci constitue une fraude aux aides financières fédérales en vertu de la loi. Nous demandons une enquête approfondie. Sincèrement, Vincent et Diane Leroy. J'ai cessé de respirer. La bourse. Je m'étais déclarée étudiante indépendante chaque année, de 2020 à 2024. J'avais coché la case aucun soutien parental et j'avais reçu 42 000 € de prêts fédéraux, à des taux d'intérêt plus bas parce que j'étais indépendante, mais mes parents avaient payé mes frais de scolarité, 280 000 €, séparément, non déclarés sur ma déclaration. Pourquoi? Parce que mon père m'avait dit de le faire. Je m'en souvenais maintenant. Septembre 2020, juste avant la rentrée. Mon père m'avait envoyé un email. Objet, instruction bourse. Amandine, assure-toi de postuler comme étudiante indépendante. Coche aucun soutien parental sur la demande. Je m'occuperai des frais de scolarité séparément via mon compte personnel. C'est standard pour les familles fortunées. Optimisation fiscale. Fais-moi confiance. J'avais fait exactement ce qu'il avait dit parce que c'était un médecin, un chef d'hôpital. Il savait comment ces choses fonctionnaient. Sauf que maintenant, il allait utiliser cela pour me détruire. S'il déposait cette plainte, l'ordre des médecins enquêterait. La fraude aux aides financières fédérales entraînait des amendes allant jusqu'à 20 000 €, 5 ans de prison. Et pendant qu'ils enquêteraient, ce qui pouvait prendre 12 à 18 mois, mon permis d'exercer serait suspendu. Pas de permis signifiait pas de résidence. Pas de résidence signifiait pas de carrière. 8 années d'études de médecine, perdues. Étant lisé par-dessus mon épaule. C'est du chantage. C'est un piège, dis-je. Ils ont monté ça il y a 4 ans, m'ont fait signer un contrat que je n'ai pas lu, m'ont dit de mentir sur des formulaires fédéraux, et maintenant ils l'utilisent contre moi. Ma voix tremblait. Ils ont fait de moi la criminelle, et ils ont toutes les preuves. J'ai refait le calcul à voix haute, parce que si je ne le disais pas, je me convaincrais que ce n'était pas réel. Salaire de résident, 68 000 € par an, 5 666 € bruts par mois, 4 200 cents net après impôt. Dépenses, loyer partagé, nourriture, prêts étudiants, soins médicaux, transport,
2650 € par mois. Il restait 1550 €. J'avais besoin. Je ne pouvais même pas le dire. Ethan l'a dit pour moi, 100 000 € par mois. Pause. Tu ne peux pas payer. Je sais. Peux-tu obtenir un prêt? Aucune banque ne me donnera 300 000 € avec un salaire de résident. Et un avocat? Je ne peux pas me payer un retenez. Nous sommes restés là. L'enveloppe entre nous, 3 documents, 3 armes, un contrat que j'avais signé sans lire, une dette que je ne pouvais pas payer, une accusation de fraude qui pouvait mettre fin à ma carrière. Parfait, étanche, conçu pour me détruire à moins que je ne trouve quelque chose qu'ils avaient manqué. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assise à la table de cuisine d'Ethan avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à fouiller. Le 2 juillet, j'ai appelé le service d'aide juridique de Bordeaux, GBLS, aide juridique gratuite pour les résidents à faible revenu. J'étais éligible. Les résidents gagnant moins de 45 000 € par an étaient éligibles. Je gagnais 68 000 €, mais je n'avais pas encore été payé. Ils ont accepté mon dossier. Consultation téléphonique, 11 heures. Avocate Sarah Chen, jeune, la trentaine, semblait fatiguée. Je lui ai tout expliqué. La reconnaissance de dette, la demande de remboursement, la menace de fraude. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis, voici la dure vérité. Ils ont un contrat signé. Vous avez votre parole. Au tribunal, le contrat gagne. À moins que vous n'ayez des preuves qu'ils vous ont contrainte ou trompé. J'ai des emails, ai-je dit, de 2020. Mon père m'a dit exactement comment remplir la demande de bourse. Il m'a dit de cocher aucun soutien parental. Il a dit que c'était la procédure standard. Avez-vous toujours ces emails? J'ai vérifié mon Gmail. J'ai cherché aux bourses. Rien. Je les avais supprimés en 2022 pour faire de la place dans ma boîte de réception. Alors vous n'avez pas de preuves. Silence. Et la reconnaissance de dette? J'avais 18 ans quand je l'ai signé. Je n'avais pas d'avocat. Je ne comprenais pas ce que je signais. En Massachusetts, les contrats signés à 18 ans sont exécutoires. Et je ne l'ai pas lu n'est pas un argument juridique. Alors je perds, c'est tout? Pas nécessairement, mais vous avez besoin de preuves. Quelque chose qui montre que le contrat était exorbitant ou qu'ils vous ont contrainte, ou qu'ils n'agissent pas de bonne foi. Bonne foi? J'ai failli rire. Merci, ai-je dit. J'ai raccroché. Puis je me suis souvenu. Les emails étaient peut-être supprimés de Gmail, mais j'avais un vieil ordinateur portable, un MacBook Pro modèle 2019. Je l'avais laissé chez mes parents quand j'étais parti. Il était trop lourd à emporter. J'avais pris mon plus récent à la place, mais le vieil ordinateur portable contenait tout, 4 ans de mai, de documents, de fichiers, y compris peut-être les instructions de mon père pour la bourse. Si je pouvais prouver qu'il m'avait dit de mentir, qu'il avait orchestré toute l'affaire, alors l'allégation de fraude se retournerait contre lui. Ce ne serait pas seulement ma parole contre la sienne, ce seraient ses propres emails, des preuves. Le problème? L'ordinateur portable était dans mon ancienne chambre, dans une maison où on m'avait dit de ne jamais revenir. Je ne pouvais pas y retourner, mais j'avais besoin de cet ordinateur. Je suis resté assise 1 heure à réfléchir. Puis j'ai appelé ma tante Patricia. Pendant que j'attendais que ma tante rappelle, j'ai fait des recherches sur l'ordre des médecins du Rhône-Alpes. J'ai trouvé leur site web, procédure d'enquête. Ils traitaient environ 200 dossiers par an, allégations de fraude, négligence professionnelle, violations éthiques, temps d'enquête moyen de 14 mois. 60% des cas entraînaient une suspension temporaire du permis pendant l'enquête. J'ai relu cela 2 fois. Suspension temporaire. Si mes parents déposaient la plainte, je ferais l'objet d'une enquête. Pendant l'enquête, qui pouvait durer plus d'1 an, mon permis serait suspendu. Je ne pourrais pas exercer la médecine sans permis actif, ce qui signifiait que l'hôpital des enfants me suspendrait de ma résidence, ce qui signifiait que je perdrais mon poste, ce qui signifiait que 8 ans d'études de médecine seraient inutiles. Et au moment où l'enquête se terminerait, que je sois reconnue coupable ou innocente, ma place en résidence serait partie. Quelqu'un d'autre l'aurait prise. Ma carrière serait finie. Mes parents avaient monté le piège parfait, payer les 308 000 € que je n'avais pas, ou tout perdre.
Mais j'ai vu quelque chose. J'ai rouvert la reconnaissance de dette. 280 000 € payés par mes parents sur 4 ans, 70 000 € par an. J'ai cherché sur Google l'abattement annuel sur les donations de l'IRS, fisc américain. 2020, 15 000 € par personne. 2021 à 2023, 16 000 € par personne. Tout montant supérieur devait être déclaré. L'impôt sur les donations s'appliquait. Mes parents m'avaient donné 70 000 € par an. C'était 54 000 à 55 000 € au-dessus de la limite annuelle. Chaque année pendant 4 ans, s'ils ne déclaraient pas ces dons à l'IRS, ils avaient évité l'impôt sur les donations, environ 80 000 €. Je me suis reculé. Ils m'avaient dit de mentir sur les formulaires fédéraux pour qu'ils puissent éviter les impôts. Et maintenant, ils menaçaient de me dénoncer pour le mensonge qu'ils m'avaient fait dire. C'est là que j'ai réalisé qu'ils ne me menaçaient pas seulement. Ils cachaient quelque chose eux-mêmes. Ethan est rentré à 2 heures du matin, après un service de 12 heures aux urgences. Il m'a trouvé toujours éveillé, toujours à la table de la cuisine, ordinateur ouvert, page de notes. Que cherches-tu? Un moyen de sortir? Il s'est assis. Et s'il n'y en avait pas? Je n'ai pas répondu. Peut-être que tu devrais juste leur payer. Il a dit, nous contractons des prêts, payons sur la durée, et passons à autre chose. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que je passe les 20 prochaines années endetté envers eux, sous leur contrôle. Il est resté silencieux. Leur payer, c'est admettre qu'ils avaient raison, que je leur dois, que je leur appartiens. Ethan a tendu la main par-dessus la table, a pris la mienne. D'accord, alors nous nous battons. J'ai besoin de preuves. Preuves de quoi? Qu'ils ne sont pas les victimes ici. J'ai fermé mon ordinateur portable. Et je pense savoir où les trouver. Je n'arrivais pas à arrêter de penser à la fondation. Ma mère la dirigeait. Diane Leroy, directrice de la fondation depuis 2015. 180 millions d'euros de fonds de dotation. Cet argent était censé servir à des programmes hospitaliers, des bourses, de la recherche médicale, des initiatives de santé communautaire, pas des dépenses personnelles. Mais je me souvenais de quelque chose. En 2022, j'étais rentré pour Thanksgiving. Ma mère était au téléphone dans son bureau. J'ai passé devant et je l'ai entendu dire, la fondation est très généreuse avec notre personnel cadre. Nous avons aidé plusieurs familles à traverser des moments difficiles. Prêts à faible taux d'intérêt, très discrets. Je n'y avais pas pensé à l'époque, mais maintenant, des prêts de la fondation aux membres du personnel. Discret. J'ai rouvert mon ordinateur portable, cherché les réglementations des fondations à but non lucratif, l'IRS. J'ai trouvé. Règles de l'IRS. Les organisations à but non lucratif ne peuvent pas accorder de prêts aux dirigeants ou aux membres du conseil sans surveillance stricte. Tous les prêts doivent être déclarés sur le formulaire 990. Le formulaire 990, déclaration fiscale annuelle, est un document public. J'ai cherché, Fondation Le Roi du Mont formulaire 990. J'ai trouvé une base de données, ProPublica Non-Profit Explorer. J'ai téléchargé les déclarations des 8 dernières années. J'ai ouvert la première, 2022. J'ai fait défiler jusqu'à la section partie 7, ligne 26, prêt à ou de dirigeants, administrateurs, fiduciaires, employés clés. Montant déclaré, 0. J'ai vérifié 2021, 0. 2020, 0. Chaque année jusqu'à 2015, 0 prêt déclaré. Mais ma mère avait mentionné des prêts discrets à faible taux d'intérêt au personnel cadre. Mes parents étaient du personnel cadre. Je suis resté assise, fixant l'écran. S'ils avaient contracté des prêts et ne les avaient pas déclarés, c'était du détournement de fonds. C'était de la fraude fiscale. C'était fédéral. J'avais besoin de preuves, mais je n'avais pas accès aux dossiers internes de la fondation, quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai répondu. Amandine, c'est Patricia Delgato. J'ai travaillé pour la fondation. Je pense que nous devrions parler. Le 5 juillet, j'ai appelé le service des ressources humaines du centre médical Le Roi du Mont, prétendant avoir besoin d'anciens documents fiscaux pour vérification de résidence. J'ai besoin de copies de mes fiches de paie de 2018 à 2023 pour vérification des accréditations. Ils n'ont rien demandé.
3 jours plus tard, les formulaires sont arrivés par email. Je les ai ouverts. Fiche de paie 2023. J'avais travaillé comme assistante de recherche d'été. Payé par la fondation, 1500 € pour un projet de 6 semaines. Case 1, salaire, 1500 €. Case 14, autre rémunération, 15 000 €. J'ai fixé ça. 15 000 €. Je n'avais jamais reçu 15 000 €. J'ai vérifié mes relevés bancaires de 2023. Un seul dépôt, 1500 €, pas 15 000 €. Où étaient passés les autres? J'ai vérifié les autres fiches de paie. 2022, 15 000 € de remboursement de la fondation. 2021, 15 000 €. 2020, 15 000 €. 2019, 15 000 €. 2018, 15 000 €. 90 000 € au total déclarés comme m'ayant été payés alors que je ne les avais jamais reçus. Quelqu'un était payé en mon nom, et j'avais un pressentiment sur qui. Le 12 juillet, 15 h. Starbucks à Lyon. Je n'avais jamais rencontré Patricia Delgato auparavant. Elle est entrée avec un sac messager. La quarantaine, nerveuse, s'est assise en face de moi. J'ai travaillé pour la fondation de 2015 à 2022, a-t-elle dit. J'étais la comptable, experte comptable. Je gérais tous les livres. Pourquoi êtes-vous parti? J'ai été forcé de partir. Elle a sorti son téléphone, m'a montré un email. Lettre de démission datée du 20 juin 2022. J'ai le regret de vous informer que je démissionne avec effet immédiat en raison de différends irréconciliables avec la direction. Langage d'entreprise standard. Qu'est-il arrivé réellement? Patricia a regardé autour d'elle, a baissé la voix. J'ai trouvé des divergences. Des prêts à vos parents de plus d'1 million d'euros jamais remboursés. J'ai dit à votre mère que je devais le signaler au conseil d'administration. Elle m'a dit que je me trompais, que les prêts étaient des remboursements légaux. L'étaient-ils? Non, j'ai des copies. Elle a fait glisser une clé USB sur la table. Tout est là, documents de prêt, virements, procès-verbaux de réunion du conseil où vos parents ont approuvé leur propre prêt sans divulgation. Je ne peux pas l'utiliser sans perdre mon permis, mais vous, si. J'ai ramassé la clé USB. Pourquoi m'aidez-vous? Parce qu'ils ont détruit ma carrière. J'ai signé un accord de non-divulgation, NDA. Ils ont menacé de me poursuivre si jamais je parlais, mais j'ai gardé des copies quand même. Elle s'est levée. Utilisez-les. Finissez-en avec eux. Puis elle est partie. Je suis resté assise, tenant la clé USB. Mes mains tremblaient. J'ai attendu d'être rentré. J'ai branché le lecteur sur mon ordinateur portable. 312 fichiers. J'ai commencé à lire. Fichier 1, accord de prêt. Vincent Leroy, 450 000 €, daté du 15 mars 2017. Objet, acquisition d'équipements pour la recherche médicale. Conditions, remboursement dans les 24 mois, 0% d'intérêt. J'ai vérifié la date, 2017. 2 ans plus tard, ce serait 2019. J'ai cherché les relevés de remboursement. Rien. Fichier 2, reçu de virement. Fondation Leroy Dumont à Vincent Leroy. Compte personnel, 450 000 €. 22 mars 2017. Fichier 3, acte de propriété Cap Ferret. Date d'achat, 5 avril 2017. Acheteurs, Vincent et Diane Leroy. Prix d'achat, 600 000 €. Acompte, 450 000 €. L'équipement de recherche médicale était une maison de vacances. J'ai continué à lire. Fichier 8, accord de prêt. Diane Leroy, 280 000 €. 10 janvier 2018. Objet, développement professionnel et voyage de conférence. J'ai trouvé le virement, 17 janvier 2018. Puis j'ai trouvé une série de relevés de courtage. Compte d'investissement personnel de Diane Leroy. Dépôt le 23 janvier 2018, 280 000 €. Achat d'actions Tesla, Apple, Amazon, pas des voyages de conférence, portefeuille d'actions personnelles. J'ai continué. Quand j'ai eu fini, j'avais le tableau complet, prêt totaux de la fondation à Vincent et Diane Leroy, de 2015 à 2023, 1 270 000 €.
Montant remboursé, 0. Répartition, acompte pour maison de vacances, 450 000 euros. Collection de voitures de sport de Vincent, 280 000 euros. Investissement boursier de Diane, 340 000 euros. Dépenses personnelles diverses, 200 000 euros. Ils avaient volé à une œuvre de charité pendant 8 ans, utilisant l'argent des donateurs pour acheter des maisons de vacances et des voitures de sport. Je devais vérifier une chose de plus. J'ai rouvert les déclarations du formulaire 990 de la Fondation. J'ai vérifié chaque année de 2015 à 2022. Partie 7, ligne 26, prêt à ou de dirigeants, administrateurs, fiduciaires, employés clés. Chaque année, 0 déclaré. Ils n'avaient pas seulement pris l'argent. Ils l'avaient caché à l'IRS pendant 8 ans. C'était de la fraude fiscale fédérale. Je me suis reculé. J'avais la preuve de détournement de fonds, la preuve de fraude fiscale, la preuve qu'ils avaient bâti leur empire sur de l'argent volé. Mais j'avais toujours un choix à faire. Aller en prison. L'hôpital pourrait s'effondrer. Les patients souffriront. 1200 employés pourraient perdre leur emploi. Je sais. Votre nom de famille sera détruit. Je sais. Est-ce vraiment ce que tu veux? Je n'ai pas répondu tout de suite parce que je ne savais pas. Je ne voulais pas être vindicative. Je ne voulais pas blesser des gens innocents, mais je n'allais pas non plus les laisser me détruire pour être enceinte. Je veux qu'ils me laissent tranquille, ai-je dit finalement. Je veux garder mon bébé, garder ma carrière, vivre ma vie. Et s'il y avait un terrain d'entente? Je les regardais. Et si je leur proposais un marché, abandonner le procès, annuler la dette, et me laisser tranquille pour toujours? En échange, je garde ça secret. Ils remboursent l'argent sur la durée. Ils prennent leur retraite discrètement. Personne n'a besoin de savoir. Ethan est resté silencieux. Penses-tu qu'ils accepteront? Je ne sais pas, mais je dois essayer. Je ne pouvais pas simplement les détruire. Pas sans leur donner une chance de s'éloigner, mais j'avais besoin d'une assurance. Le 18 juillet. Avant de contacter mes parents, j'ai déposé des plaintes. Anonyme. Plainte 1, Bureau des lanceurs d'alerte de l'IRS. Formulaire 211. Je signale une fraude fiscale potentielle et un détournement de fonds par des dirigeants de la Fondation médicale Le Roi du Mont, une organisation 501, C, 3. Preuve jointe. J'ai inclus un résumé des montants des prêts, des dates, des divergences dans les déclarations du formulaire 990, anonymisé pour protéger Patricia Delgato. Plainte 2, procureur général du Rhône-Alpes, division des œuvres de charité publique. Même information. Je n'ai pas inclus mon nom, juste les faits, les preuves, les numéros de dossier. Le 25 juillet, j'ai reçu une confirmation par email du procureur général du Rhône-Alpes, division des œuvres de charité publique. Objet, dossier ouvert. Numéro 2024 RH 7831. Votre plainte a été reçue et attribuée pour examen. Si nous avons besoin d'informations supplémentaires, nous vous contacterons via l'adresse email fournie. L'enquête était lancée. Impossible de faire marche arrière maintenant. Si mes parents ripostaient après notre réunion, l'enquête se poursuivrait automatiquement. J'avais une assurance. Maintenant, il fallait juste leur dire. Le 3 août, 14 h. J'ai loué une salle de conférence chez WeWork Bordeaux. 1 heure pour 75 €. Je ne pouvais pas me le permettre, mais j'avais besoin d'un territoire neutre. J'ai envoyé un email via Douglas Pritchard. Objet, discussion de règlement. Je suis disposé à discuter d'une résolution concernant la question de la reconnaissance de dette. Dimanche 3 août, 14 h. WeWork, Bordeaux, 501 cours de la Liberté, salle de conférence C. Mes parents sont arrivés avec Pritchard, confiants. Mon père m'a regardé, puis mon ventre. 20 semaines maintenant, indéniable. Tu commences à voir ton ventre. Ma mère ne m'a pas regardé du tout. Ils se sont assis. Pritchard a ouvert sa mallette. Mon père a souri. J'espère que tu es ici pour être raisonnable, Amandine. Le 30 septembre approche à grands pas. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je sais pour l'argent. Le sourire a disparu.
Je sais pour les 1,27 million d'euros que vous avez pris à la fondation, les prêts que vous n'avez jamais remboursés, la maison de vacances, les voitures, les actions. Silence. Pritchard, c'est absurde. J'ai tourné mon ordinateur portable vers eux, leur montrant l'accord de prêt. 15 mars 2017. 450 000 euros. Signature de Vincent Leroy. J'ai des relevés bancaires, des virements, des procès-verbaux du conseil, et j'ai votre formulaire 990 montrant que vous avez déclaré 0 prêt aux dirigeants. Le visage de ma mère est devenu pâle. Mon père s'est penché. Où avez-vous eu ça? Peu importe. Ce qui compte, c'est que c'est réel. J'ai sorti d'autres documents, 6 reçus de virement, l'acte de propriété du Cap Ferret, les relevés de courtage, je les ai étalés sur la table. Vous avez volé à une œuvre de charité, vous avez menti à l'IRS pendant 8 ans, et vous utilisez cet argent volé pour construire la vie dont vous êtes si fier. Pritchard a commencé à parler. J'ai levé la main. Avant de me dire que ce n'est pas recevable, laissez-moi vous montrer une chose de plus. J'ai sorti mon téléphone, j'ai lancé un fichier audio. La voix de Patricia Delgato a rempli la pièce. Madame Leroy m'a dit directement, nous appellerons cela un remboursement. Le conseil n'a pas besoin de le savoir. Elle a dit que c'était la pratique standard, mais je savais que ce n'était pas le cas. J'ai les emails. 2 minutes 14 secondes. Enregistré le 12 juillet avec le consentement de Patricia. Légal en vertu de la loi du Rhône-Alpes sur le consentement à une seule partie. Le visage de Pritchard a changé. Cet enregistrement n'est peut-être pas recevable au tribunal. Je n'en ai pas besoin pour le tribunal, ai-je dit. J'en ai juste besoin pour le FBI, ou au CLSI en France. J'ai fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur, des copies de 15 documents de prêt, surlignés, annotés. Ce sont les vôtres. Signés par vous, jamais remboursés. Fraude fédérale par détournement de fonds. Fraude fiscale fédérale. Et quand le conseil d'administration de l'hôpital le découvrira, quand les donateurs le découvriront, cet hôpital n'aura plus votre nom dessus. Ma mère a finalement parlé. Que voulez-vous? Annuler le procès. Pardonner la reconnaissance de dette. Laissez-moi tranquille pour toujours. Mon père m'a fixé. Et si nous acceptons, vous détruisez ces preuves. Non, je les garde. Assurance. Vous me laissez tranquille, je vous laisse tranquille. Je ne veux pas de votre argent. Je ne veux pas de votre approbation. Je veux juste que vous sortiez de ma vie. Ma mère et mon père ont échangé un regard. Puis mon père a ri. Pas un rire joyeux, mais un rire froid. Tu ne penses pas clairement, Amandine. Si tu publies ça, l'hôpital ferme. 1200 personnes perdent leur emploi. Tes grands-parents verront leur héritage mourir. Il s'est penché. Tu veux que ça soit sur ta conscience. C'est vous qui l'y avez mise quand vous avez volé. Ma mère a parlé. Sa voix était vive, contrôlée. Nous avons bâti cet hôpital. Nous méritons une compensation pour des décennies de service. Ce que nous avons fait était une rémunération standard pour les cadres. Tu es juste trop naïf pour comprendre. Vous avez détourné des fonds d'une œuvre de charité. Il n'y a pas de justification pour ça. Pritchard est intervenu. Mademoiselle Leroy, si vous allez de l'avant avec ça, nous contre-attaquerons pour diffamation, extorsion, interférence délictuelle. Je me suis levé. On se voit au tribunal. J'ai marché vers la porte. La voix de mon père m'a suivi. Tu vas le regretter. Tu détruis ta propre famille. Je me suis arrêté, je me suis retourné. Vous n'êtes plus ma famille. Je suis parti. 14h31. La réunion avait duré 31 minutes. Le 5 août. Un huissier a frappé à la porte d'Étang. Dépôt de plainte. Leroy contre Leroy, tribunal de grande instance de la Savoie, numéro de dossier 2024 CV 12638. Je l'ai lu. Les demandeurs Vincent Leroy et Diane Leroy demandent 308 000 euros de dommages et intérêts pour rupture de reconnaissance de dette, plus 50 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, plus les frais et honoraires d'avocat. Audience prévue le 15 octobre. Ils avaient porté plainte quand même. Matin du 6 août. J'ai tout envoyé.
Clé USB, documents, enregistrement audio au bureau du FBI de Marseille, unité corruption publique, à la direction des enquêtes fiscales de l'IRS, au procureur général du Rhône-Alpes, au président du conseil d'administration de l'hôpital. Email anonyme. J'ai appuyé sur envoyer, puis j'ai attendu. Après-midi du 6 août. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Mademoiselle Leroy, ici l'agent spécial Marie Torres, FBI. Nous devons parler. L'enquête n'était plus théorique. Elle était réelle et elle avançait vite. 15 août, 6 heures. Je me suis réveillé avec mon téléphone qui vibrait. Alerte info. Le FBI perquisitionne le centre médical Leroy Dumont dans une enquête pour fraude. J'ai allumé la télévision. Image en direct. Des agents du FBI sortant des cartons de l'hôpital. Le personnel debout dehors, confus. Un journaliste à l'écran, le FBI n'a pas nommé de suspect, mais des sources indiquent que l'enquête se concentre sur la fondation de l'hôpital et sa gestion financière au cours de la dernière décennie. Mon téléphone a explosé. Texto d'amis de la faculté de médecine, d'anciens collègues, des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Que se passe-t-il? Est-ce à propos de tes parents? Le savais-tu? Je n'ai répondu à personne. À midi, les photos de mes parents étaient sur tous les sites d'information à Bordeaux. Au soir, ils avaient engagé des avocats de la défense pénale. À minuit, je ne ressentais rien. Ni joie, ni tristesse, juste de la fatigue. 20 août, réunion d'urgence du conseil d'administration de l'hôpital. Je n'y ai pas assisté, mais j'ai lu le communiqué de presse. Déclaration du conseil d'administration du centre médical Leroy Dumont, le docteur Vincent Leroy et madame Diane Leroy ont été placés en congé administratif en attendant l'enquête. Le conseil s'engage à une transparence totale et à une coopération avec les autorités fédérales. Nous prenons ces allégations au sérieux et agirons de manière décisive pour protéger l'intégrité de cette institution. Vote du conseil, 8 contre 2. Allié de longue date des Leroy, mais la majorité avait tourné. Ethan est rentré de son service. Comment te sens-tu? J'y ai réfléchi. Comme si je pouvais enfin respirer. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était mon avocat commis d'office du service d'aide juridique de Bordeaux. Ils avaient retiré la plainte. Audience du 3 septembre. J'y suis allé. Mes parents n'y étaient pas. Leur avocat avait déposé une requête en irrecevabilité avec préjudice. Les plaignants retirent volontairement toutes les demandes et renoncent à tout droit à des réclamations futures concernant la reconnaissance de dettes datées du 15 septembre 2020. Le juge l'a lu, m'a regardé. Mademoiselle Leroy, avez-vous une objection? Non, votre honneur. Elle a signé l'ordonnance. Affaire classée sans suite avec préjudice. La reconnaissance de dette était nulle et non exécutoire. J'ai quitté le tribunal. 308 000 € de dette, envolée. La menace sur mon permis d'exercer, envolée. J'étais libre. Une semaine plus tard, les inculpations fédérales sont tombées. Le 10 septembre, grand jury fédéral, États-Unis contre Vincent Leroy et Diane Leroy, tribunal de district des Alpes-Maritimes. Inculpation, 8 chefs de fraude par fil de communication. 3 chefs d'évasion fiscale. 2 chefs de détournement de fonds d'une organisation à but non lucratif. Peine maximale, 20 ans par chef de fraude par fil de communication. Réaliste, pour des délinquants en col blanc n'ayant pas d'antécédents, 3 à 5 ans. Les médias se sont emballés. L'hôpital de Bordeaux, la dynastie tombe, docteur et épouse inculpés pour détournement de fonds. La famille Leroy accusée d'avoir volé 1,27 million d'euros à une œuvre de charité. Mon nom est apparu dans certains articles. Des sources disent que l'enquête a commencé après un tuyau de leur fille, la docteure Amandine Leroy, résidente en pédiatrie. J'ai reçu des lettres de haine. Des gens qui travaillaient à l'hôpital, tu as détruit un héritage. 1200 emplois sont en jeu à cause de toi. Comment dors-tu la nuit? J'ai aussi reçu des messages de soutien. Des inconnus, merci d'avoir tenu bon. Tu as fait ce qu'il fallait. Ne les laisse pas te faire sentir coupable. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Le conseil d'administration de l'hôpital s'est réuni à nouveau, et cette fois, ils ont pris une décision différente. Le 1er octobre, vote du conseil, 9 contre 1.
Motion de renommer le centre médical Leroy Dumont. Nouveau nom, Centre médical Dumont. Gardant le nom de jeune fille de ma mère. La famille Dumont n'avait pas été impliquée, mais rayait entièrement le nom Leroy. L'hôpital qu'il dirigeait depuis 12 ans, l'héritage que son père avait bâti en 1952. Disparu. Communiqué de presse, nous honorons les contributions de la famille Dumont tout en reconnaissant que le nom Leroy ne représente plus l'intégrité et les valeurs requises par cette institution. Nouvelle signalétique installée le 15 octobre. Coût, 85 000 €. J'ai lu l'annonce assise dans l'appartement d'Étang. J'ai ressenti un étrange mélange de vengeance et de chagrin. L'œuvre d'une vie de mon père effacée. Mais il avait choisi cela, pas moi. 2 semaines plus tard, ils ont accepté un accord de plaidoyer. Audience de détermination de la peine le 15 octobre. J'ai regardé via Zoom. Je ne suis pas allé en personne. Mes parents se sont présentés devant le juge. Tous deux plaidant coupables de 3 chefs d'accusation de fraude par fil de communication. Charge réduite. Faisant partie de l'accord. Peine, 1,5 million d'euros de restitution à la fondation, payée sur 5 ans. 3 ans de probation. 500 heures de travaux d'intérêt général. Interdiction permanente de diriger des organisations à but non lucratif. Pas de peine de prison. Le juge a cité leur âge, tous deux plus de 60 ans, pas d'antécédents judiciaires, problème de santé. La seule raison pour laquelle vous n'allez pas en prison est votre âge et la restitution que vous avez accepté de payer. Mais ne vous y trompez pas, vous avez trahi la confiance de votre communauté. Vous avez volé des gens qui croyaient en vous. C'est inadmissible. Mon père avait l'air vieux. Ma mère pleurait. Je me sentais vide. Pas victorieuse. Juste finie. Je ne leur ai plus jamais parlé. Pas lors de la détermination de la peine. Pas après. Jamais. 18 janvier 2025. 3h42 du matin. Les contractions ont commencé. Étant ma conduite à l'hôpital. Travail de 11 heures. Elle est née à 14h31. 3,3 kg. En bonne santé. Parfaite. Je l'ai tenue et j'ai pleuré. Le premier vrai sanglot depuis juin. Nous l'avons appelée Clara Elisabeth Dubois, prenant le nom de famille d'Étang. Pas Leroy. Aucun grand-parent n'est venu lui rendre visite, juste Étang. Léo, maintenant 7 ans. Les parents d'Étang, des cols bleus, chaleureux, aimants. Ils ont apporté des ballons et des animaux en peluche et l'ont appelée notre petite fille sans hésiter. J'ai regardé Clara, ses petites mains, son visage parfait, et j'ai pensé, tu vas grandir en sachant que tu es aimé, pas pour ce que tu accomplis, juste pour qui tu es. C'était le seul héritage qui comptait. Juin 2027. J'avais 31 ans, je terminais ma dernière année de résidence, chef de résidence en pédiatrie à l'hôpital des enfants de Bordeaux. J'avais été accepté pour une bourse de perfectionnement en cardiologie pédiatrique, même domaine que mon père. L'ironie ne m'avait pas échappé. J'avais épousé Étang. Petite cérémonie, octobre 2026. Juste nous, Léo, Clara, et quelques amis proches. Clara avait 2 ans et demi. Drôle, têtue, en bonne santé. Nous vivions dans un appartement de 2 chambres à Toulouse. Loyer de 2400 € par mois, pas les quais de Bordeaux, mais c'était à nous. Un après-midi, une lettre est arrivée. Adresse de retour, Diane Leroy, ma mère. Je suis resté dans le couloir, la tenant. Étang est arrivé derrière moi. Tu vas l'ouvrir? J'ai fixé l'enveloppe. 3 ans de silence et maintenant ceci. Je l'ai tenu pendant 1 minute entière. Puis je suis allé à la poubelle et je l'ai jeté sans l'ouvrir. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'elle a à dire, ai-je dit à Étang. Je sais déjà qui je suis. Il a hoché la tête. Nous sommes entrés. Les gens me demandent si je regrette de les avoir dénoncés, d'avoir détruit le nom de famille. Je ne le regrette pas, car ils n'essayaient pas de protéger un héritage. Ils essayaient de protéger un mensonge. Et je n'allais plus faire partie de ce mensonge. Certains diront que j'étais vindicative, que j'aurais dû leur pardonner, que la famille est la famille quoi qu'il arrive. Mais le pardon ne signifie pas laisser quelqu'un vous blesser encore et encore.
Cela signifie se choisir soi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis choisi. J'ai choisi ma fille. J'ai choisi une vie où l'amour n'est pas conditionnel, où la famille n'est pas un contrat, où je n'ai pas à gagner le droit d'exister. Si vous lisez ceci, si vous êtes dans une famille qui traite l'amour comme une monnaie, qui vous fait performer, vous conformer et vous rétrécir pour correspondre à leur image, je veux que vous sachiez que vous pouvez partir. Ça fera mal. Ce sera difficile. Vous pourriez perdre des gens que vous pensiez avoir pour toujours, mais de l'autre côté, il y a une vie qui est réellement la vôtre. Une vie où vous vous réveillez et n'avez pas à jouer un rôle. Où vous pouvez faire des choix sans permission. Où vous êtes suffisant, tel que vous êtes. Cela vaut tout. Vous ne devez votre souffrance à personne. Pas même à vos parents. Surtout pas à vos parents. Certains pensent que j'ai détruit ma famille. Je ne l'ai pas fait. J'ai juste cessé de les laisser me détruire. Et cela a tout changé.